Banque Populaire, donc je vais vous présenter un petit peu ce que je fais rapidement pour savoir quel est votre interlocuteur. Je ne vais pas mettre en avant ma marque, en fait, la marque de la Banque Populaire, mais on va raisonner plutôt sur cette approche. On va raisonner plutôt sur l'accompagnement en général des banques sur l'innovation. Euh, Plus que du dispositif et des différents prêts, des différents canaux qu'on peut obtenir, ce matin, j'aimerais aborder, mais de manière un peu approfondie quand même, la grille d'analyse du risque des, des startups et du financement de l'entreprise innovante par les banques, parce que c'est quelque chose qui est totalement nouveau, c'est quelque chose qui est récent en fait, c'est quelque chose qui est très ancien, mais qui a été oublié par les banques. Quand Christophe Colomb va coloniser l'Amérique du Sud, au départ, c'est la puissance publique, c'est Isabelle la catholique qui finance la première expédition, mais le reste sont les banquiers qui financent les bateaux qui partent pour la Nouvelle-Amérique. Ce métier-là de financement du risque, etc., on peut imaginer que les banques, à un certain niveau, avec des marges relativement étroites, on peut oublier ce métier qui était celui de la prise de risque, de l'innovation, et on a souvent associé, comment dire, le financement de l'innovation et des startups avec le financement du haut de bilan, le financement des fonds propres. Vous verrez que les fonds propres sont très très importants, mais que la construction et la réussite d'un plan de financement sur une entreprise innovante, il se fait aussi par le financement bancaire. Ce financement, malgré tout, entraîne quelques critères un peu spécifiques. Et c'est ces critères-là que je souhaiterais que vous connaissiez, parce que les porteurs de projets souvent arrivent avec leurs projets, vous êtes accompagné par vos incubateurs, vos accélérateurs, etc. Par contre, il est difficile d'adopter une stratégie pour présenter un financement auprès d'une banque parce qu'on ne connaît pas très très bien quels sont les critères d'octroi de financement. Et c'est ce que je vous propose de découvrir en fait à travers cette grille que j'ai construite, enfin, que nous avons construite moi très tôt, depuis 2015 en fait. Depuis 2015, je suis sur le chantier je finance l'innovation par la banque, ce qui est totalement nouveau chez nous. C'est même un peu compliqué en interne. J'ai plus de difficultés en interne, moi, pour convaincre mes analystes, convaincre les décideurs, etc., que l'innovation est finançable par la banque. Donc j'ai des vrais chantiers aussi en interne. Et du coup, il a fallu qu'on travaille de manière plutôt serrée, plutôt intéressante et importante au niveau national pour créer une grille. Et donc, ce matin, j'aimerais particulièrement qu'on évoque cette grille avec tous les critères d'obtention de financement, ce que regarde un banquier pour que le jour où vous rentrez dans une banque spécialisée dans l'innovation, vous ayez les bons réflexes, vous attendiez aux bonnes questions, vous puissiez porter les bonnes réponses aux questions que vous posera un banquier spécialisé dans l'innovation. Et vous verrez, à travers la grille qu'on va découvrir, que les questions, elles sont pour une grande partie pas financières. Et pour certains, c'est une vraie découverte de dire que le banquier s'intéresse à autre chose, en fait, que le haut de bilan, le financement, etc. Mais que dans l'analyse de son risque, il y a toute une série d'éléments qui sont économiques, qui sont RH, qui sont propriété industrielle, etc. Et c'est ce que je vous propose de découvrir. On aura un petit focus à la fin sur les financements. J'ai proposé à Elsa et à Pauline de revenir vers vous plutôt dans l'année pour discuter des financements dilutifs, c'est-à-dire la levée de fonds, et les financements non dilutifs qui sont les prêts bancaires de manière plus technique et plus appropriée. Aujourd'hui, je vous propose de découvrir comment un banquier vous reçoit dans son bureau, quelles questions il va vous poser, de façon à ce que vous puissiez préparer vos réponses et que vous ayez une posture qui vous permettra au moins de sensibiliser son écoute. Donc, je suis Frédéric Blanc, ça fait 30 ans que je travaille à la banque, j'ai toujours financé l'innovation, mais bon, j'étais directeur de centre d'affaires, entreprise à Montpellier, donc les grandes entreprises. J'étais aussi responsable des agences du centre-ville
de Montpellier avec plusieurs agences, etc. Mais j'ai une passion aussi l'innovation et du coup, depuis 2015, je porte le projet de la création d'une agence au cœur de l'écosystème montpelliérain parce que c'était à Montpellier effectivement qu'on se retrouvait avec pas mal d'entreprises innovantes. Et la Banque Populaire, elle, était au comité d'experts du BIC de Montpellier depuis 30 ans. Mais c'était voilà, une spécificité. On a voulu en faire un mode industriel, développer une approche plutôt industrielle, parce qu'on sent bien que l'innovation aujourd'hui, les entreprises innovantes, c'est les PME de demain. Donc on ne fait pas ça pour communiquer. Communiquer, ça ne nous intéresse pas. Par contre, ce qui nous intéresse, c'est de structurer notre portefeuille d'entreprises et de PME pour demain, parce que ça représente un risque. Aujourd'hui, on est sur les entreprises traditionnelles, sur un management vieillissant, et souvent sur des fusions et des acquisitions, des regroupements d'entreprises qui font que le nombre de PME sur le territoire diminue, mais on voit à côté grossir toute une série d'entreprises qui sont dites innovantes et qui présentent des caractéristiques très intéressantes pour un banquier quant à la gestion des flux, à l'international, le haut de bilan, l'équipement matériel, l'approche RH aussi, j'embauche des thésards, des chiffres, je fais du crédit impôt recherche, etc. Donc on a créé une agence au cœur de l'écosystème, donc cette agence, elle se trouve en face du BIC de Montpellier, c'est 200 mètres carrés, bon, avant Covid, on faisait pas mal d'événements, etc. Depuis Covid, c'est un peu passé à la trappe. Du coup, c'est un point quand même assez important. C'est unique en France. Je crois que Toulouse va déployer la sienne dans la cité des startups à Toulouse, qui a ouvert récemment, qui est la propriété de la région Occitanie. Je crois qu'il y en a une aussi sur Grenoble, faite par les caisses d'épargne. Nous, on ne peut pas nous confondre avec le village Baïséa du Crédit Agricole, qui est un modèle économique tourné autour de la location de biens immobiliers. Sur les 20 boîtes du Crédit Agricole qui sont accompagnées là-bas, il y en a à peu près 10 ou 12 qui sont clientes de la Banque Populaire, que nous finançons. Et le Crédit Agricole les héberge et fait des événements autour. Bon, avec le Covid aussi, ils sont impactés. Mais on n'est pas du tout concurrents sur ce métier-là. L'offre n'est pas la même. Eux, ils font du business sur l'immobilier. Moi, je fais du business de banquier, en fait. Je fais mon métier de banquier, mais pour des entreprises dites innovantes ou particulières. Voilà nos partenaires. Bon, on va vite passer là-dessus. Vous les connaissez tous. Je devrais rajouter Adoxport. Voilà, on travaille avec ces gens-là. On est partout, dans les conseils d'administration, les conseils de surveillance, les comités d'engagement. Voilà, on est à la fois banquier, mais aussi on travaille avec les fonds. On est aussi au sourcing pour les incubateurs, les accélérateurs, etc. Donc les chiffres, juste pour vous positionner ce qu'on a fait, je fais les chiffres de 2019, je ne vais pas ceux de 2020 parce qu'ils sont tellement particuliers que pour l'instant je ne les ai pas mis. Sur l'agence innovation, on a accompagné 250 entreprises. En 2019, on a financé 50 projets pour 6 millions d'euros. Les entreprises nous ont des flux, c'est-à-dire que pas forcément du chiffre d'affaires, des subventions, des levées de fonds, etc., pour plus de 143 millions d'euros, donc c'est des très très gros volumes. Et les entreprises que nous accompagnons ont domicilié sur nos livres, c'est une expression de banquier, plus de 25 millions d'euros de levée de fonds. En fait, elles ont levé plus de 50 à 60 millions d'euros, mais nous avons capté, nous, 25 millions d'euros de levée de fonds qui ont été déposés sur nos comptes. Depuis la création de l'agence, donc en 2016, nous avons financé les entreprises pour 27 millions d'euros grâce à l'Europe, grâce au FEI, grâce à la région Occitanie aussi, puisque la région Occitanie a mis en place un prêt qui s'appelle Foster, mais ça, on est maintenant dans les prochaines sessions, un prêt qui s'appelle Foster, qui finance le matériel, qui est très très intéressant, et grâce aussi à l'Europe, puisqu'on a eu la visite de la ministre des Affaires européennes en 2017 ou 2018, pour rencontrer les jeunes start-upers, grâce à un fonds qui s'appelle le FEI, le Fonds européen d'investissement, qui contre-garantit la banque sur l'innovation et qui finance l'immatériel, c'est très important. Donc le financement de l'entreprise innovante, comme je vous le disais, c'est quelque chose de très très particulier. Pourquoi? Pour un banquier. Donc un banquier, quand il a une société en création, ce qu'il fait souvent, c'est qu'un commerce, une entreprise, il a des références du passé. Et ces références du passé fait qu'on rencontre un client, on voit son projet, on lui dit que vous avez 3 mois, 4 mois pour faire vos travaux, pour rentrer vos machines, faire vos trucs.
et on connaît le time to market, c'est-à-dire qu'on dit en 3 mois, voilà, l'entreprise elle ouvre, le commerce il ouvre, l'artisan peut se déployer, et on connaît les marges qu'il peut faire puisqu'on a des références statistiques au niveau national. Une start-up, là, time to market, on ne sait pas trop. Donc, time to market, on se dit, bon ben voilà, il y a de la R&D, est-ce que déjà il va y avoir, est-ce qu'il déjà il va y avoir des clients, est-ce que le prix est adapté, est-ce que le produit est facile, est-ce qu'il va rencontrer un succès. Donc le time to market sur le marché innovant, il est complètement difficile à cerner, difficile à appréhender, et ce qui fait la difficulté du financement des startups, et du coup elles sont quand même assez consommatrices de financement, de bilan, de bas de bilan, parce que pour arriver jusqu'au time to market, bien souvent, il faut faire des allers-retours, des pivots, embaucher, acheter, déposer des brevets, toute une série de choses qui coûtent très très cher et qui ne donnent pas forcément un résultat ou un résultat espéré. Et souvent, on se retrouve face à des entreprises qui pivotent. Mais ça, c'est autre chose. Donc voilà, time to market compliqué. Donc face à ça, qu'est-ce qu'il a fallu qu'on fasse, nous, banquiers? On s'est dit, voilà, nous, la contrainte entre un fonds et une banque, la contrainte entre un fonds et une banque, c'est que une banque, quand elle vous prête de l'argent, à peu près 6 mois après, 3 mois, ou même immédiatement, va vous dire, écoutez, il faudrait que vous nous remboursiez le crédit. Donc ça, c'est la vraie contrainte. C'est-à-dire que quand on prête de l'argent, nous, on veut être remboursé. À ce titre-là, on prête bien moins cher. C'est-à-dire que, bon, pour vous donner un ordre d'exemple, un fonds qui vous prête un fonds qui rentre dans votre capital, il va demander un TRI, c'est un taux de rendement interne, ça veut dire c'est la rémunération de sa participation au capital de votre entreprise d'à peu près de 15% par an. Donc il va dire, moi, je vous mets de l'argent, mais je veux un rendement de 15%, c'est-à-dire que dans 5 ans, je veux avoir quasiment doublé, je vous mets 100, mais dans 5 ans, je veux récupérer 200. Un banquier, lui, il vous dit, je mets 100, mais par contre, je vais vous faire payer 1%. C'est les taux actuels, 1%, 1,5% sur la durée du prêt, qui est de 36, 48 ou 60 mois. Et donc, à ce titre-là, c'est un métier qui est assez risqué parce qu'on ne fait pas payer très très cher l'argent que l'on prête. Par contre, on a une exigence d'être remboursé rapidement. Et l'exigence d'être remboursé rapidement, théoriquement, elle se fait dans le cadre d'une entreprise classique sur sa capacité à générer de la capacité d'autofinancement. Ça veut dire quoi? Ça veut dire du chiffre d'affaires, elle y soustrait ses charges et on arrive en dessous à son résultat, un résultat agrégé avec des amortissements. Ça s'appelle la capacité d'autofinancement. Ça veut dire a-t-elle la capacité de rembourser nos prêts? Ça, c'est une entreprise classique. Et le ratio que l'on utilise, c'est la CAF. Aujourd'hui, sur une start-up, il n'y a pas de CAF. Il y a tout le temps des pertes. Alors, avec la production immobilisée ou des techniques bancaires, le crédit d'impôt recherche, on arrive à limiter tout ça, mais nous, on démonte tous ces systèmes de maquillage de compte de résultats ou de bilan pour arriver à une capacité d'autofinancement qui est souvent négative. Simplement, l'analyse du banquier, vous allez voir à travers la grille, s'adosse à un nouveau ratio, pas un nouveau ratio, mais une nouvelle posture qui est celle de la trésorerie, le cash. Et on peut faire des pertes, mais on peut avoir beaucoup de cash. Et c'est ce qu'on constate pour les entreprises innovantes. En fait. Donc on a créé une grille BPCE, du groupe BPCE. C'est une analyse du système de l'entreprise ou du projet qui fait une analyse à date. On dit voilà, aujourd'hui on est là, demain on va aller là-bas, et on analyse le potentiel de ce projet à travers cette grille. Voilà, donc là on va découvrir la grille, on va rentrer un petit peu dans le vif du sujet. Donc cette grille, les slides sont un peu flous, il y en a même quelques-uns qui seront encore un peu plus flous, mais bon. Cette grille, voilà, on a travaillé au niveau national, moi en 2015, on avait convoqué les grands cabinets américains, Ernst Young, Pricewaterhouse, tout ça. On leur a dit, voilà, il faut qu'on travaille avec vous sur l'innovation et tout. Et voilà, c'était très, très académique, très universitaire, très théorique. Et finalement, on a rompu nos relations avec ces gens-là en disant, mais nous, ce qu'on veut, c'est vraiment du terrain. Donc, on a construit un groupe de travail avec des banquiers qui finançaient l'innovation, déjà en 2015, dans toutes les régions de France. Donc, on a des leaders, hein, c'est Rennes, on a
Grenoble-Lyon, on avait Val-de-France, Plateau de Saclay, et on avait Montpellier, en fait. Et donc, on a construit cette grille pour l'ensemble du groupe BPCE à travers nos expériences personnelles, de manière très empirique. Et ce qui est ressorti, c'est que finalement, de l'analyse du risque du crédit et du financement pour une start-up reposait sur 7 items, 7 grosses catégories, dont 2 financières seulement, ressources financières et modalité du plan de financement, mais tous les autres critères doivent être balayés par un banquier et doivent être analysés de manière assez pointue avec des critères bloquants. Donc derrière ces 7 items, vous avez 80 questions. Et derrière ces 80 questions, il y a des questions qui sont bloquantes. C'est-à-dire qu'on dit, on peut vous ouvrir un compte, on peut vous accompagner, mais on va avoir du mal à vous financer. Donc il faut bien intégrer. Donc voilà, ça c'est les 7 domaines. Donc l'accompagnement par l'écosystème, hyper important. La capacité des dirigeants, vous le verrez, on va le décrire. La valeur compétitive de l'innovation, les conditions économiques et commerciales, les moyens de distribution, les ressources financières, modalités de plan de financement. À savoir que mon groupe, la plupart des banques, en fait, pas la plupart, mais les banques coopératives, en fait, ont plutôt une vision du financement de l'innovation qui est à 360 degrés. C'est-à-dire que c'est des banques qui financent l'innovation. On peut financer la foodtech, le tourisme, le sport, la biotech, le numérique, l'industriel, la robotisation, etc. On n'a pas de sujet de prix d'élection. C'est-à-dire qu'on peut tout ouvrir. Pour les banques un peu plus nationales, comme BNP, Société Générale, etc., tout du moins au début, elles ont cherché à financer des startups et elles l'ont bien fait, elles ont bien fait leur boulot, mais elles ont mêlé aussi dans leur approche une approche un peu fintech, c'est-à-dire qu'elles ont cherché des boîtes avec lesquelles elles pourraient s'associer pour travailler sur leur propre modèle de banque. De banques. Il y a un vrai sujet sur l'innovation et les banques aujourd'hui, vous le voyez, les banques à réseau, les banques en ligne, la captation des flux. Le monde de la banque est un monde aussi qui est largement disrupté par les fintechs et dans certaines banques avec stratégie. Bon, il faut savoir que les banques coopératives, elles, ont plutôt une approche territoriale, c'est-à-dire quelle que soit l'innovation, elles vont adresser le sujet. Donc on va regarder, on va descendre les éléments les uns après les autres. Alors je fais ça aux étudiants de Montpellier Business School ou de l'université. Je leur explique et même à l'école supérieure de gestion, je leur explique comment on sélectionne tout ça, enfin comment on épluche la grille. Donc bon, ouais, c'est un peu théorique, j'espère que ce ne sera pas trop rébarbatif, mais c'est tellement important dans l'orientation de vos projets et dans votre posture lorsque vous allez rencontrer un banquier pour le financement. Donc l'accompagnement de la sélection, l'accompagnement par l'écosystème. Nous, ce on s'est dit aujourd'hui, c'est que un banquier, c'est quelqu'un qui a fait des études dans la finance, dans la comptabilité, un peu de marketing, peut-être un peu de droit, etc., mais qui n'est pas du tout un technicien, qui n'est pas du tout un technicien de tous les métiers que nous adressons. On n'est pas ingénieur agro, on n'est pas ingénieur informatique, on n'est pas médecin, on n'est pas roboticien, voilà. Donc on doit s'appuyer sur des structures qui font l'accompagnement, qui accompagnent les entreprises, comme Adoc aujourd'hui. Et donc on a sélectionné des structures qui, pour nous, présentent un caractère de qualité dans l'accompagnement des porteurs de projets. Et il s'avère que sur la première question, accompagnement sur la sélection, s'il n'y a pas d'accompagnement, je vous le dis, écoutez bien, s'il n'y a pas d'accompagnement par une structure que nous avons agréée, on ne pourra pas vous financer, tout simplement. Pourquoi? On ne souhaite pas financer des start-up garages, comme on dit. Et donc, la première chose qu'on fait souvent quand on rencontre des projets, c'est on demande à ces porteurs de projets de rejoindre un incubateur ou un accélérateur ou une structure d'accompagnement spécialisée pour vous aider à construire votre business plan, votre pitch, vous mettre en relation avec tous les gens de l'écosystème, la propriété industrielle, les avocats, d'autres financiers, le haut de bilan, le marketing, le pricing, etc. Donc là, pas d'accompagnement, pas de financement. Alors bon, après, on a quand même cette possibilité de dire, moi, ça fait un moment que je gravite dans ce milieu-là, et j'ai eu l'occasion de rencontrer quand même des porteurs de projets qui avaient déjà réussi. Je peux vous donner juste un exemple, c'est Christophe Carniel, qui est dans le monde du sport, puisqu'il a créé Vogo.
donc le sport en numérique. Et Christophe Carniel, je le connais, moi, depuis 20 ans, puisque j'avais financé sa première entreprise qui s'appelait Netia, et Netia qui a créé tout le système de podcast pour les télévisions mondiales, en fait. Et qui a travaillé largement sur le déploiement de la Livebox d'Orange. Donc Christophe avait réussi, sa boîte avait été introduite en bourse, etc., etc. Et du coup, pour ma part, quand Christophe tape à la porte et qu'il me dit qu'il veut un financement, je ne lui fais pas l'affront de lui dire Christophe, il faut que tu sois accompagné. Donc, pour les serial entrepreneurs, on n'a pas cette exigence, mais pour 95% des dossiers, il faut passer par un accompagnement, sinon on ne sera pas. Un autre critère qui est plutôt bloquant, c'est aussi le stade d'avancement de la société. Donc, sur le financement, on se pose la question de dire à un moment donné comment on intervient quand on est dans les phases de maturité de l'entreprise. Donc, revenu de commercialisation, ça veut dire que la boîte est déjà lancée. Retour favorable du marché du POC testé. On est souvent sur ce schéma-là où on arrive, on verra tout à l'heure la chaîne de financement avec Realia et les autres. Le POC est lancé, commence à avoir un peu de chiffre d'affaires, on a fixé son prix, on a des bons marchés, etc. Toujours en phase de conception, effectivement, on ne financera que très peu les entreprises qui sont en phase de conception, parce qu'on attend de ces boîtes-là que l'écosystème via la région Occitanie, la BPI, Créalia ait vu le dossier. Et souvent, quand ces gens ont vu le dossier en fin de cycle, on est très proche de la phase de commercialisation. Et donc, on ouvre un tout petit peu les portes sur des financements qui peuvent aller de 30, 25, 30 000 euros à 50, voire 100 000 euros, selon le niveau des fonds propres qu'on a déployés. Le Love Money, c'est très important aussi pour nous. C'est pas bloquant, hein, mais le Love Money, donc là, je vous dis, phase bloquant, il n'y a pas d'accompagnement, et toujours en phase de conception pour le financement. Mais là, sur la phase de conception, on a ouvert les portes. On ouvre les portes au dossier en fonction du niveau de fonds propres. Love Money, c'est on mesure l'appétence des proches sur le projet et puis l'appétence du fondateur à mettre de son argent personnel dans le projet. Bon, souvent, c'est quelque chose qui est très risqué dans la mesure où on a beaucoup d'étudiants qui portent des projets, qui arrivent et qui disent voilà, je vais créer une société avec 1000 euros, etc. Mais ça, bon, c'est compliqué pour ces projets qui sont créés à 1000 euros, très compliqué. Parce qu'il faut très rapide, en France, partout en Europe, de toute manière, quand on crée une boîte, on doit avoir un niveau de capital suffisant, et c'est cette règle qui règne en maître sur le financement, c'est-à-dire que, mettons, l'État exige des porteurs de projets que l'État interviendra qu'à hauteur du montant des fonds propres de l'entreprise. Donc c'est pour ça qu'il y a des dispositifs qui ont été créés, notamment Créalia, mais on le verra dans la chaîne de financement. Et donc nous, on jauge assez rapidement la qualité d'un projet à l'implication du porteur de projet. On sait très bien que les étudiants, aujourd'hui, n'ont pas beaucoup d'argent pour mettre dans les projets. Par contre, on a quelques porteurs de projets, des fois, qui sont bien dotés financièrement et qui ne veulent pas mettre d'argent. Donc ça, c'est quand même un warning pour nous, dire mais s'ils ne croient pas dans le projet, pourquoi nous, on y croirait? Et c'est très souvent le cas, mettons, du personnel médical, en fait. Je me rends compte, bon, moi, je suis un peu logé là-dedans, mais de par mon histoire personnelle, mais on se rend compte qu'effectivement, il y a certains acteurs dans l'innovation qui ne veulent pas prendre de risques, même s'ils ont un peu d'argent à mettre. Donc ça, c'est un peu compliqué pour nous, mais c'est pas bloquant. Après, ce qu'on regarde aussi, c'est le soutien de l'expert. C'est-à-dire qu'il est très important, quand vous avez un projet, de pouvoir construire autour de ce projet un comité d'experts, un comité scientifique, un comité d'experts, des gens qui sont des coachs, etc., les mettre en avant. Donc, après, quand c'est les actionnaires ou des partenaires de référence du secteur qui sont actionnaires, bon, c'est toujours vraiment super sympa. Après, effectivement, si c'est des gens qui sont pas forcément actionnaires, mais qui rentrent dans un comité que vous pouvez solliciter, pour lequel vous avez des
des courriers ou des mails qui vous disent « Ah, mais votre projet est intéressant, je peux vous aider, etc. etc. » Après, soutien d'experts aussi, c'est soutien d'experts spécialisés comme l'Agence régionale d'innovation de BPI France. BPI France a une cellule innovation qui est très performante, avec une patronne qui s'appelle Paola Salle, qui travaille très très bien. Et ces gens-là ont une vraie expertise pour délivrer un message positif sur le projet que vous portez. Pas de soutien d'experts, c'est pas grave, c'est pas bloquant aussi, parce que aujourd'hui, il faut construire ce comité et ce soutien d'experts au moins dans les premières années de financement, les premières années de développement de votre projet d'entreprise. Deuxième item, on regarde, c'est sont-ils capables de le faire bien, de porter le projet correctement, et on va analyser la capacité du dirigeant. C'est un moment très très important, et notamment des porteurs de projets quand ils rentrent dans nos bureaux ou quand ils font des pitchs, pour la prise de parole, pour toute une série d'éléments qu'on va juger. C'est compliqué parce que vous n'êtes pas en thérapie, hein, la célèbre série d'Arte qu'on regarde, mais il y a une approche psychologique quand même à gérer, à voir et à remarquer, notamment dans le leadership. Vous voyez la dernière case en bas, le leadership. Quand on a un leader, c'est bien, parce qu'on se rend compte que quand les entreprises ont des décisions à prendre, les entrepreneurs, il faut qu'il y ait quelqu'un qui tranche en fait, et qui donne une stratégie, et qui donne une visibilité au projet et à l'aventure entrepreneuriale. S'il n'y a aucun leader, là, on se rend compte que les décisions ne sont pas prises, ça traîne, on manque de transparence, etc. Plusieurs leaders aussi, ça pose le problème de disputes parfois, et on se rend compte que beaucoup de projets capotent, non pas parce qu'ils ont des problèmes financiers, non pas parce qu'ils ont des problèmes de marché ou de produits, de marketing, mais parce qu'ils ont des problèmes entre les créateurs et les porteurs de projets. Donc ça, pour nous, c'est un élément très très important, à tel point que quand on n'a pas de leader, quand on ne détermine pas qu'il y ait un leader au sein de la structure, ça nous fait poser des problèmes, des questions, et on peut ne pas financer le projet. C'est bloquant. On dit, ah, on a déterminé qu'il n'y a aucun leader. Donc ça se travaille. C'est-à-dire que ça se travaille, mais un peu en amont. C'est-à-dire que déjà, à la répartition du capital, on voit équilibre en implication des fondateurs, on se rend compte que des fois, il y a des gens à l'intérieur qui ont pris plus de poids que d'autres, parce qu'ils parlent plus fort, parce qu'ils parlent mieux, etc. Mais nous, on va veiller aussi à ce que la répartition d'implication des fondateurs corresponde au poids que chacun met dans l'entreprise. Et le poids, c'est pas forcément le bizdev qui va le porter. Il y a très souvent des techniciens, il y a tout souvent des ingénieurs qui développent une techno, etc. Et il m'est déjà arrivé de voir des dossiers où vous avez 95% le bizdev, le marketing qui a pris les parts de la société, et le technicien, celui qui porte l'innovation, 5%. Là, on va au casse-pipe immédiatement. Donc on regarde aussi cet aspect de répartition et l'aspect équilibré entre je fais du business, je développe une innovation, etc. Donc on regarde ça pour éviter quand même les problèmes d'entente. Moi, j'ai eu l'occasion de voir beaucoup d'entreprises avoir des difficultés, même avant même la création. Avant même la création. Je déconseille complètement les entreprises qui se créent à 50-50, parce que alors là, on va au clash complet. Après, on regarde les expériences entrepreneuriales. Là, c'est pas rédhibitoire aussi. Plusieurs expériences entrepreneuriales, c'est top. Une expérience entrepreneuriale, c'est top. Aucune expérience entrepreneuriale, c'est pas bloquant. On dit vous pouvez vous lancer dans une entreprise entrepreneuriale sans pour autant avoir déjà géré une affaire. Mais c'est pour ça que le critère et l'intervention d'un incubateur, d'un accélérateur, de coach, d'un comité scientifique sont très très importants pour vous épauler. L'aventure entrepreneuriale, c'est quelque chose de très compliqué. Il faut avoir le moral, il faut avoir une vision à long terme, il faut être résilient. Des fois, c'est compliqué pour tous les porteurs, hein. Nous, on les accompagne de très très près. Et dans bien des cas, quand on est impliqué, on prend des fois des coups derrière la tête parce que ça marche pas si bien que prévu, on a du risque et on vit ensemble des fois les difficultés. Par contre, quelque chose qui est très bloquant,
qui est très très bloquant à mon sens et que j'ai appliqué plusieurs fois, c'est la complémentarité des compétences entre plusieurs fondateurs. Donc quand on a une équipe qui tourne autour des compétences commerciales, des compétences techniques, des compétences financières, là on a le top de l'entreprise. Quand on a une compétence commerciale et technique, on est plutôt bien. Et quand on a une absence de compétences commerciales, là, on n'est pas bien et c'est plutôt bloquant. Ce que je disais tout à l'heure, c'est qu'il y avait une surreprésentation du commercial. Par contre, aujourd'hui, et pendant des années, on a focalisé sur les technos, en fait. L'innovation, elle était forcément technologique et à ce titre-là, on vouait un Saint Graal aux ingénieurs et aux différents porteurs de projets qui étaient techno. Mais on s'est rendu compte que les technos, les ingénieurs, les chercheurs, etc., ils avaient une vision qui était très techno, et à ce titre-là, ils avaient du mal à aller au marché, en fait. Et leur innovation n'était jamais prête. Jamais prête, il fallait l'améliorer. Ah, il fallait la complexifier. Ah oui, ben, un ingénieur, il va faire la voiture qui va se poser sur Mars. Enfin, le véhicule, il va se poser sur Mars. Alors que le petit gars qui vit en Lozère comme moi, il veut une petite Dacia, en fait. Et donc, s'il n'y a pas un commercial à un moment donné qui dit, écoutez, c'est super le développement technique, on a fait un bon produit, on va aller le tester au marché, comme ça on se connaîtra l'appétence des clients potentiels, le prix du marché, etc., etc. Si on n'a pas cette approche un peu business qui, à un moment donné, secoue les équipes techniques en leur disant, bon, il faut aller au marché, pour moi, c'est très risqué. Et j'ai vu plein de boîtes se planter pour cette raison-là, c'est-à-dire qu'ils n'allaient pas au marché. Les techos, comme on dit, n'avaient pas fini leurs produits, leur développement, etc. C'était pas assez bien pour aller au marché. Ouais, simplement, il faut quand même payer les salaires, il faut payer les charges quotidiennes, et donc le seul qui puisse accompagner ce développement business, c'est les compétences commerciales. Et donc aujourd'hui, un projet qui n'est pas accompagné, enfin, dans l'équipe, s'il n'y a pas cette compétence de business, de développement commercial, d'approche marketing, d'approche marché, etc., pour moi, c'est bloquant. Mais c'est extrêmement bloquant. Parce que j'ai vu plein de projets échouer sur ce schéma-là. Donc, pas de mythologie de l'innovation technologique, c'est un peu fini. À tel point que les incubateurs, certains, accompagnent les entreprises 2 ans, 3 ans. Là je connaissais un incubateur dans le son au Danemark. Ils accompagnent 6 mois. Si au bout de 6 mois, vous ne faites pas du business, ils vous jettent. C'est un peu rude, je trouve que c'est trop rude. Mais mettons, le BIC de Montpellier a dit, si au bout de 3 ans, vous ne faites pas de business, ou au bout de 2 ans, vous ne faites pas de business, ça va être compliqué de continuer à vous héberger. Après, il y a le business, c'est pas forcément une vente de masse, etc. C'est des preuves de concept. C'est-à-dire, on va tester le produit, on va essayer de le vendre. On réussit pas, on pivote, on change de produit, on change de fonctionnalité, etc. L'intelligence du pivot est très importante. Mais on veut sentir très rapidement dans l'analyse du projet, dans le développement de la stratégie, qu'il y a une approche commerciale, qu'il y a une approche prix, qu'il y a une approche marketing. Même si on n'y va pas au marché immédiatement, mais que ça soit envisagé. Il m'est arrivé plein de fois de rencontrer 2 ingés qui me parlaient d'un produit super génial, mais ils n'avaient pas envisagé de le vendre en fait. Ils avaient envisagé de finir leur thèse, de la continuer ou de la faire aboutir, mais pas de vendre leur produit. Et ces gens-là, dans bien des cas, souvent ont levé des fonds, hein, mais se sont souvent plantés. Donc, est-ce vendable dans la durée? Donc là aussi, un gros mythe va tomber. Là, ça va être compliqué pour vous. Enfin, un des éléments rédhibitoires du financement de l'innovation par les banques, c'est le marché cible. Alors, voilà, quand on est en B2B, tout va bien. Et ça s'appuie sur notre expérience personnelle. Depuis des années, je finance. Je me suis rendu compte que les gens qui travaillaient en B2B, ils réussissaient plus ou moins, on avait moins de risques. B2B2C, c'est pareil. Par contre, le B2C, c'est pas le marché de la banque. C'est-à-dire, vendre des produits à des particuliers, c'est un marché, c'est un financement d'actionnaires. Parce que acquérir une communauté, alors c'est souvent les plateformes, évangéliser son produit sur le particulier, c'est quelque chose qui est très difficile, qui demande beaucoup d'argent,
qui demande une vraie finesse marketing sur les plans com, sur les réseaux sociaux, les influenceurs, etc., qui demandent énormément. Donc souvent, les chefs d'entreprise qui sont en B2C ont très rapidement, pivotent très rapidement. Ils se rendent compte que pour intéresser les financiers, il va falloir qu'il y ait un modèle qui soit plus sécurisant, qui est celui du B2B2C. Et qui à la fois leur permet d'utiliser des réseaux de revendeurs, des réseaux d'influenceurs ou des réseaux sociaux, d'autres structures qui sont déjà en place pour déployer leurs produits, soit en marque blanche, soit en marque directe, mais dans les rayonnages de ces grandes entreprises. Donc le B2C pour nous, c'est c'est un élément bloquant sur le financement. Alors c'est un peu triste à dire, mais bon, vous voyez Blablacar, ils ont mis des années avant d'être rentables. Moi, pour ma part, depuis 15 ans, les plus gros cartons, comme on dit, les plus grosses déconvenues financières que j'ai rencontrées, c'est sur le B2C. Au départ, on était parti, le marché, ça va le faire, on va utiliser les réseaux sociaux, le coût d'acquisition des clients, ça va le faire, etc. Et puis à la fin, on s'est rendu compte que quand le particulier doit payer, et notamment sur les applis, c'est une véritable catastrophe. Et alors, il y a des gens qui travaillent en freemium au départ sur un truc et qui me disent, bon voilà, j'ai 10 000, j'ai 30 000 followers qui me suivent, ils utilisent mon appli et tout ça, et le gars ou la nana me dit, maintenant, il faut qu'on passe à un modèle payant. Et là, quand on transforme le modèle gratuit en modèle payant, le taux de conversion est relativement faible, et j'ai vu des chefs d'entreprise pleurer dans mon bureau parce qu'ils avaient travaillé 3 ans, 4 ans sur le modèle, et se rendent compte que le modèle économique derrière ne fonctionnait pas, les gens n'étaient pas prêts à payer, parce que c'était une utilité marginale, plutôt sympa, mais qu'on ne va pas payer pour ce service complémentaire, on peut s'en passer. Donc là, beaucoup de désillusions sur le B2C. Le conseil que je peux vous donner d'ores et déjà, c'est, si vous êtes en B2C, c'est de réfléchir à du B2B2C ou du B2B dans des solutions de repli ou des solutions de pivot, de manière à éviter les écueils et le coût d'acquisition du marché du B2C qui est vraiment, sans être vulgaire, qui est vraiment très casse-gueule, quoi. Donc après, nous, on regarde aussi la caractérisation de l'innovation. Tout ça, c'est pas bloquant. On regarde, on dit voilà, quel est la typologie. Je pense que vous faites ça aussi auprès de votre structure d'accompagnement. Quelle est la structure? Est-ce que c'est assemblage, adaptation, incrémentale, rupture? Bon, la rupture, l'élément, comment dire, les critères d'innovation de rupture a été bloquant pendant un moment, puis on l'a enlevé, parce qu'aujourd'hui, on s'est rendu compte que les innovations de rupture, elles sont consommatrices de fonds propres, mais aujourd'hui, on arrive à les financer, en fait, parce que on considère que il y a beaucoup de plateformes, d'applis, de choses comme ça qui ne font qu'une petite légère amélioration des services et que la vraie richesse souvent se trouve dans la rupture. C'est très risqué, mais sur la rupture, l'innovation de rupture, il y a beaucoup de choses. Moi, c'est une innovation que je recherche en fait souvent. Bon, après, je suis dans un comité qui s'appelle TechSeed de la SAP, la Société d'accélération technologie. Et là, on voit des projets en rupture, mais c'est plutôt biotech, medtech, santé, enfin, etc., etc. Proposition de valeur, donc là, pareil, quand vous venez présenter le dossier, il faut absolument qu'on comprenne ce que vous voulez faire, qu'on comprenne votre innovation, ce que vous voulez faire, comment vous allez aborder la présentation de votre innovation auprès de tiers qui ne comprennent pas ce que vous voulez faire. Donc là, la première chose, c'est faut qu'elle soit compréhensible et différenciante. C'est-à-dire de dire, je peux vous l'expliquer simplement, parce que des fois, c'est très compliqué, surtout sur les systèmes informatiques, Internet, publicité, com, etc. Bon, après, sur des trucs très techno aussi, et on a du mal. Et puis différenciante, c'est-à-dire que la proposition de valeur, elle est vraiment importante. Et donc là, on est sur quelque chose qui nous intéresse. Faiblement différenciante, compréhensible, bon, voilà, c'est... Et par contre, mal identifié ou difficilement monétisable, là, on va vous demander de regarder, de refaire votre copie, de re-regarder, de nous expliquer donc ce que vous voulez faire, votre projet, etc. Moi, il m'est arrivé très souvent de demander à des porteurs de projets de se faire coacher sur le pitch,
sur la présentation, sur les slides, de manière à ce que vous allez proposer à des financiers, à de haut de bilan, de bas de bilan, etc., tous ces gens-là puissent comprendre très rapidement ce que vous faites parce qu'ils ne sont pas des spécialistes. Et la vraie compétence, ce que je dis souvent, une vraie intelligence, c'est d'expliquer simplement des choses complexes. Ça, c'est très, très important. Donc, bien travailler sur son pitch, sur son executive summary, sur ce qu'on veut faire et où on veut aller. Après, nous, on regarde un petit peu les réponses du marché, où en est le produit, est-ce qu'il est testé, adapté, validé. Donc voilà, vous avez un élément très très important dans l'analyse du déploiement d'une innovation, c'est la notion de pivot, je l'ai évoqué précédemment. Pour moi, c'est aussi un élément très important dans l'intelligence du chef d'entreprise, du porteur de projet, à changer de cap à un moment donné quand il sent que son modèle économique, son modèle de prix, son produit, ses clients ne sont pas tout à fait ce qu'il espérait, mais se faire entourer, se faire conseiller, prendre la décision, pivoter, ce n'est pas un échec. Un pivot, ce n'est pas un échec. Chez Apple, chez tous ces grands de l'innovation, ils ont pivoté des dizaines de fois. Donc ne pas avoir peur de faire pivoter son projet. Il faut être obstiné, mais à un moment donné, il faut aussi savoir changer de route. Donc après, les projets non testés ou en échec c'est compliqué de financer quelque chose qui est en échec. Hein. Bon, voilà, ça se comprend. Après, on regarde, nous, les barrières à l'entrée. Quelles sont les barrières, les coûts, la durée de développement significative. Voilà, on rencontre des gens, des fois, qui n'ont aucune barrière à l'entrée. Simplement, ils disent, voilà, j'ai une idée, elle est super, elle est géniale. Par contre, tout le monde pourrait la copier. Et donc, quand même, la première défense de l'entrepreneur sur son projet, c'est cette fameuse barrière à l'entrée, c'est-à-dire que quand je vais commencer à parler de mon projet, est-ce que les autres vont pouvoir me copier rapidement, etc. Quand il n'y a pas de barrière à l'entrée, c'est compliqué pour nous, parce que quand on n'a pas de barrière à l'entrée, ça veut dire qu'il faut avoir beaucoup de cash pour capter le business, pour aller très très vite. Quand on n'a pas de barrière à l'entrée, il faut aller vite. Et donc, il faut de l'argent. Donc voilà. Voilà, combien, quand, à qui et comment vend-il, combien ça coûte. Donc, vous regardez, le banquier va analyser tout ça aussi. Donc, vos clients, les cibles d'acheteurs identifiées, les études marketing. Bon, là, c'est pareil, on voit tout et son contraire. Quand on nous annonce que les marchés font 7 milliards d'euros au niveau mondial, bon, voilà, on passe rapidement la page parce qu'on sait exactement qu'effectivement, les marchés sont très souvent importants. C'est pas, on n'imagine pas que le porteur de projet va capter 3% des 7 milliards en 3 ans. Donc on regarde le marché, où il se situe, dans quel continent, sur quel pays, est-ce qu'il va falloir avoir une stratégie pays. Par contre, on est quand même vigilant à ce que le porteur de projet ait bien évalué son marché, en fait, notamment le comportement d'achat des futurs clients. Le modèle de revenu aussi, très très important, le modèle de revenu, parce que souvent, là aussi, c'est des causes de pivot, en fait, hein, c'est-à-dire que très compliqué sur une innovation de fixer un prix. Combien ça coûte? On a des charges qui construisent ce produit, mais aussi on a la valeur d'utilité que le client y attache pour payer. Quel prix va payer un client pour acheter l'innovation qu'on vous nous mettez devant les yeux? Donc le modèle économique est très très important pour savoir comment le porteur va adresser son marché. Bon, quand il est diversifié et récurrent, c'est merveilleux. C'est souvent des modèles de location avec la desserte d'un produit initial et puis une location, etc. Le modèle des ventes uniques, c'est plus compliqué et des fois, il m'est arrivé de voir des gens, comme je vous disais, des ingénieurs ou des chercheurs qui n'avaient pas de modèle de revenu, qui finissaient en fait leur thèse et qui me demandaient 200, 300 000 euros. Voilà, c'était improbable. Donc les prérequis sur le marché, on étudie ça aussi. Mais alors ça dépend les produits, les normes AFNOR, les agréments, certifications européennes, etc., etc., parce que ce sont des éléments qui vont nous amener à réfléchir sur le coût de la mise aux normes, les différents outils réglementaires pour mettre l'entreprise en conformité. Et des fois, ça peut être très compliqué sur des secteurs
sensibles comme sont la biotech, la santé, la food aussi, où il faut avoir des éléments de conformité, ou mettons quand ça touche des énergies, le nucléaire, nucléaire, l'électricité, etc., où il faut respecter les normes. Donc on est vigilant parce que l'obtention de ces normes-là peuvent ralentir les projets, en fait, ralentir de manière importante les projets. Dispose-t-il des bons moyens pour le faire? Donc, on utilise là, par contre, la fameuse supply chain, très très importante pour des modèles plutôt industriels, c'est-à-dire des modèles où des fois la concurrence mondiale sur les approvisionnements mettons de cartes mères, de microprocesseurs, de choses comme ça, pour faire des objets, des machines, des choses comme ça, sont devenus très très importants. Donc on regarde la dépendance aux fournisseurs, sont-ils européens, enfin, sont-ils français ou diversifiés, sont-ils en Europe ou quel type de paiement, parce j'ai déjà vu des sociétés bloquées, moi, sur des projets avec des carnets de commandes énormes, mais ne pas pouvoir s'approvisionner sur un élément important de leurs produits parce qu'il y avait des brokers, c'est-à-dire c'est des gens qui organisent les marchés, la distribution de certains produits, notamment sur la microélectronique, qui rendaient certains composants électroniques aussi rares que l'or ou des métaux précieux ou des denrées. Et donc là, il y a des stratégies, même de financement. Il m'est arrivé de prêter des grosses sommes d'argent à des entreprises pour constituer un stock dit stratégique pour assurer la livraison de leurs produits. Donc la dépendance fournisseur, la supply chain, c'est-à-dire comment on traite, est-ce qu'on externalise la production, est-ce qu'on l'intègre, comment on l'externalise, quel est le coût, etc. Tout ça, on va le regarder de manière très précise quand il s'agit de livrer des produits. On regarde aussi les schémas de distribution, comment le marché est organisé, comment on distribue, est-ce qu'on passe par des revendeurs, est-ce qu'on fait une vente en direct, est-ce qu'on a des zones de stockage, etc. Et puis après, on regarde les projets à l'export. Alors là, sur la distribution à l'export, qui est en bas du tableau, j'étais pas tout à fait d'accord avec les gens qui ont construit la grille parce qu'à l'époque, ils disaient que pas de projet à l'export à court terme, c'était plutôt... au départ, ils avaient mis pas de projet à l'export. Et moi, constatant sur plus de 300 sociétés que j'accompagne, je voyais que l'export, c'était quelque chose qui était primordial dans bien des cas, parce que les start-upers ou les porteurs de projets, souvent même, trouvaient plus d'appétence et plus de retour marché et plus d'intérêt à l'international que dans notre propre pays. Et il y a une belle histoire qui s'appelle Vaonis. Bon, je ne vais pas m'éterniser là-dessus. Vaonis, c'est un gars qui fait des télescopes. Les premiers marchés qu'il a adressés, c'est aux États-Unis. Il fait un télescope, là d'ailleurs, il pourrait peut-être voir le robot sur Mars, je n'en sais rien. Mais il a adressé son premier marché aux États-Unis, et il a très rapidement fait ses preuves de concept aux États-Unis en vendant son télescope, et aujourd'hui, il arrose le marché français. Donc, il n'y a pas de... Là, les distributions à l'export, il n'y a pas de véritable loi. Moi, je vois beaucoup de sociétés, et plus que dans les métiers traditionnels, d'entreprises qui partent à l'international. Nous savons les accompagner. Pour moi, mais c'est pas la terre promise. Ah ouais, j'ai créé ma boîte il y a 6 mois, je pars à l'international. Ouais, d'accord, ok, d'accord, c'est super. Mais d'abord, finis ton projet, fixe ton prix, vois comment tu peux construire ta relation internationale, etc. C'est pas aussi un Graal ou quelque chose qu'on doit afficher systématiquement en disant ah, mais je vais à l'international, je vais à l'international, je vais à l'international. Non. Ça se construit étape par étape, mais l'international est quelque chose de très très important. Ont-ils suffisamment de ressources financières? Donc là, on va descendre parce qu'il ne me reste plus beaucoup de temps, il me reste 6 minutes. Donc là, sur les situations de trésorerie à date, quand on rencontre les gens qui ont des situations de trésorerie importantes, là, on est plutôt réconforté. La situation de trésorerie, comme je vous le disais, dans une entreprise innovante, c'est le Graal. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas de capacité d'autofinancement, on ne peut pas s'appuyer sur un modèle économique passé pour dire que l'entreprise va faire un chiffre d'affaires, va dégager des marges, etc. Par contre, le seul élément qu'on ait, c'est combien il y a en bas du relevé de compte tous les mois et combien de temps l'entreprise peut tenir.
Alors là, la question qui tue, hein, qu'on pose aux clients, c'est, on leur dit, voilà, vous avez un cash burn, on va le voir rapidement, vous avez un cash burn, le cash burn, c'est cette notion de je brûle de l'argent tous les mois pour mon loyer, mes salaires, ma voiture, etc. Donc ça, c'est la notion de charge fixe, ça s'appelle le cash burn, avec peut-être quelques charges variables. Et vous avez une trésorerie. Vous dites, voilà, tous les mois, moi, je brûle 15 000 euros. Aujourd'hui, sur mon compte, j'ai 150 000 euros. Donc, je peux vivre 10 mois. Qu'est-ce qui se passe au bout de 10 mois? Dans 10 mois, vous êtes mort. Comment on envisage ce scénario? Qu'est-ce qu'on fait pour dire que dans 10 mois, vous n'êtes pas mort? Comment on construit ce fameux plan de trésorerie et ces éléments? Donc ça tourne essentiellement autour du haut de bilan, donc les fonds propres positifs, et les levées de fonds à faire, à confirmer. Donc je vous laisserai le plaisir de découvrir. Quand on a des fonds propres qui sont négatifs, ça veut dire qu'on a fait des pertes et que ces pertes-là ont mangé toute la trésorerie de l'entreprise et toute la capacité financière de l'entreprise. Alors vous voyez, notre McDo sensible, c'est pas le dernier McDo à la mode dans nos fast-foods. McDonald's, c'est un financier écossais qui travaillait au comité de Bâle en Suisse pour surveiller les banques dans leur capacité à mettre un peu de foutoir dans le monde. Donc du coup, McDo, c'est des notes qu'on attribue aux entreprises en fonction de leur structure financière, de leurs incidents de paiement, et de leur croissance de chiffre d'affaires, etc. Donc quand on a une note McDo c'est monsieur, sensible, ça veut dire que vous êtes plutôt en rouge et que les critères de surveillance se sont mis en route pour dire attention, entreprise qui a des difficultés, elle n'a pas le chiffre d'affaires au rendez-vous, elle a fait des pertes, l'URSSAF a bloqué son compte, etc., etc. Donc ça, c'est une terminologie totalement banquier pour ça. Donc ne vous posez pas de soucis. Mais quand on a des fonds propres assimilés négatifs ou une McDo sensible, c'est rédhibitoire, on ne vous financera pas, on ne vous accompagnera pas. Pas d'endettement bancaire, y compris au nom du dirigeant. Bon, voilà, ça c'est l'endettement. On fait un point sur l'endettement en cours de crédit, y compris le préfinancement du CIR. Ce qu'on n'aime pas, c'est la dernière case en bas, l'endettement, c'est-à-dire qu'on n'aime pas du tout faire des financements pour rembourser d'autres financements. C'est-à-dire que quelqu'un qui a des comptes courants d'associés importants, il vient voir et me dit, ben là j'ai mis 100 000 euros dans mon entreprise, je ne les ai pas mis au capital, je les ai mis au compte courant d'associés, mais j'aimerais faire un prêt pour les rembourser parce que j'ai besoin de cet argent-là pour construire ma maison, etc. Ça, c'est pas possible. Quand on met de l'argent dans l'entreprise, on laisse l'argent dans l'entreprise. Et les d'obligations convertibles, ça veut dire que c'est quelqu'un qui vous a prêté de l'argent à 5 ans, il va falloir le rembourser, et nous, on n'aime pas du tout venir rembourser les autres ou prendre le relais d'autres financements. On ne finance que la croissance, les investissements, mais pas les tombées de trésorerie en cours. Donc ça, c'est très, très, très important. Et d'ailleurs, ça a été relevé dans le PGE, puisque le PGE, le prêt garanti de l'État, ne doit pas servir à rembourser les dettes des banques et autres. Il doit plutôt servir à accompagner l'entreprise à fonctionner dans cette période un peu difficile de Covid. Donc ici, le plan de financement est-il cohérent, diversifié, équilibré? Donc là, on est plutôt sur le haut de bilan. Donc là, on regarde un peu ce qui se passe. On a des levées qui sont récemment effectuées, en cours de réalisation. Aucune levée de fonds. C'est pas du tout bloquant. Hein. Il y a rien de bloquant là-dedans. Simplement, on fait un point sur le plan de financement que vous nous proposez. Donc, intervention validée de BPI France. Pour nous, c'est très, très important parce que ça veut dire que la BPI France a mis ses équipes innovation et a validé le dossier. Donc souvent, quand on est même en pré-discussion là, sur les projets, on vous demande d'aller vers la BPI pour valider, pour vous accompagner. Ils ont des outils, ils ont toute une série d'éléments. Alors là, après, sur les prêts bancaires, Club Deal. Alors Club Deal, ça veut dire, comment dire, équipe en cours d'études avec la BPI et d'autres banques. Ça veut dire que souvent, dans l'innovation, les banques sont pas... Alors ça, c'est aussi un discours qu'il faut que vous entendiez. Les banques ne sont pas concurrentes. On ne met pas les banques de l'innovation en concurrence. Pourquoi? Parce que c'est un monde qui est tellement risqué que les banques plutôt travaillent ensemble, en fait. En disant, ben là, il y a besoin de 300 000 euros, ben on va faire 2 fois 150 ou 3 fois 100.
Les chargés innovation dans dans les écosystèmes se connaissent tous et ils ne se tirent pas la bourre sur les taux, quoi que ce soit. N'y allez pas pour faire de mettre les gens en concurrence, ça ne marchera pas. Tout le monde travaille ensemble parce que ce qu'on veut, c'est qu'on réussisse avec le porteur de projet, mais en minimisant notre risque. Donc souvent, on partage et on a des très très bonnes relations avec nos confrères banquiers, de la BNP, de la Caisse d'épargne, de la Société Générale, du CIC, etc. Voilà pour la partie grille. Donc je pense que je vais dépasser un tout petit peu, je vais faire vite maintenant. Pauline, je peux dépasser un petit peu ou pas? Oui, 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 bien sûr, tu peux dépasser un petit peu. On a quelques questions, mais il y a pas de souci. Ok, d'accord. Je pense qu'il doit me rester, je sais pas, 5-6 slides, mais je vais faire vite. Donc là, voilà, vous découvrez, il y a marqué Copyright sur les planches, ça me fait rire parce que c'est un peu le modèle enfin voilà, c'est un peu une chose que j'ai écrite ou formulée sur une expérience passée et qui est utilisée par Créalia et mon compère de toujours, Alexandre Rocher. Donc du coup, cet exemple du cycle de financement de start-up juste vous donne une idée en moyenne. C'est pas la vérité, mais c'est ce qui se fait en moyenne. Voilà comment ça fonctionne. Alors, si on reprend vite fait le truc, on a deux porteurs de projet là je ne sais pas si vous voyez ma flèche. Vous voyez ma flèche ou pas, qui bouge sur la slide, non? Bon, on a deux porteurs de projet là qui ont mis 30 000 euros. Donc, ils vont aller chercher chez BPI-France l'équivalent parce que je vous le rappelle, la chose la plus importante dans notre monde de la banque, ou de la finance, c'est que l'État, notamment parce que BPI-France, c'est l'État, la BPI-France, la région Occitanie, c'est les institutions, Créalia, pour partie, c'est l'État, ont fixé comme règle qu'on ne prêtait qu'à hauteur des fonds propres des entreprises. Donc, si vous mettez 10 000, vous aurez 10 000. Si vous mettez 20 000, vous aurez 20 000. Après, il y a des plafonds. Je pense qu'on ne peut pas avoir plus que, mettons, si vous mettez 100 000, je ne sais pas quel montant là, la BPI France peut faire. Donc, bon, l'exemple, c'est vous mettez 30 000 à la création, vous avez 30 000 de la BPI, une aide à la faisabilité technologique, etc. Donc, qu'est-ce qui se passe? On se dit, bon, voilà, on a utilisé de la totale capacité de financement des fonds propres. Là, on se rend compte qu'il y a un outil qui s'appelle Créalia, donc, qui est juste à côté d'Adoc Sport, là, qui est logé au sein de la région, qui font très, très bien leur boulot, puisque c'est des prêts d'honneur liés, des prêts d'honneur pour les entreprises innovantes. Donc, ils ont une vision très très intéressante parce qu'ils sont spécialisés dans l'innovation. Donc ils disent, oh, tiens, les deux porteurs de projet, ils sont venus me voir et ils m'ont demandé 2 fois 25, donc 50 000, pour renforcer leurs fonds propres. Donc ok, ils ont eu leur financement. Ça va porter les fonds propres de 50 plus 30 à 80. Donc là, vous pouvez, avec l'accompagnement de votre incubateur, revoir la BPI et les financements en région Occitanie, puisqu'ils ont une cellule de financement de l'innovation, et dire, mais puisque moi j'ai fait 30 plus 50, je suis à 80, j'ai déjà eu 30, je peux redemander 50 à la région pour faire kiff kiff bourricot sur les fonds propres. Voilà. Donc là, on est toujours dans une phase de R&D, de lancement, etc. Nous, les banquiers, là, on arrive, alors c'est un petit dossier, j'ai mis 30 000, mais c'est le minimum vraiment, on peut aller jusqu'à 50 voire 100 000 euros. On ira guère plus loin en fait. Parce qu'on s'est dit, voilà, BPI France, Créalia, la région Occitanie, tous ces gens qui ont des équipes dans l'innovation, ont validé les dossiers. Nous, on est des spécialistes du financement, mais on n'a pas les compétences en mathématiques, en algorithmes, en santé. Donc, qu'est-ce qu'il fait? Là, nous, si tout le monde a donné un accord, pourquoi nous ne ferions pas un petit financement pour compléter la chaîne de financement à ce moment-là? Donc, vous vous rendez compte que là, pour nous, Banque Populaire, c'est possible dans des proportions raisonnables. Donc, là, vous mettez 30 000, vous avez un effet de levier qui peut aller jusqu'à 190 000. Un nouvel outil est arrivé, donc là, il me faut une demi-heure de plus, pour vous expliquer qu'un nouvel outil est arrivé qui s'appelle les obligations convertibles. C'est toujours la région Occitanie qui l'a développé, et aussi la BPI, puisqu'il y a deux types d'obligations convertibles. Il y a un réseau qui s'appelle Texid, ça, c'est la BPI et la SAT, et il y a un autre outil qui s'appelle Oxide, ça, c'est Nubo et la région Occitanie et les banques. Donc moi, je suis au comité d'engagement de Nubo. Et donc là, on peut faire des enveloppes intéressantes quand on a des entreprises qui ont moins de 3 ans, qu'on commence à vendre un petit peu et qu'on est en phase de rechercher des investisseurs
pour effectivement traverser cette vallée de la mort. Alors, les obligations convertibles, on les reverra si Pauline et Elsa sont d'accord plus tard dans l'année. Où je vous expliquerai les différents outils de financement peut-être de manière un peu plus technique. Donc là, qu'est-ce qui se passe? Vous avez fait votre R&D, vous êtes en lancement commercial, vous avez levé un peu de sous, vous avez votre équipe, vous avez testé votre produit, vous commencez à faire du chiffre d'affaires. Et qu'est-ce qui se passe? Là, le BFR, le fameux besoin en fonds de roulement, se développe. Il vous faut payer des salariés supplémentaires, c'est pas le BFR, il vous faut payer vos marchandises, il vous faut votre loyer, il vous faut vos salaires, etc. Donc on a des besoins de trésorerie qui deviennent importants et qui sont corrélés. Plus vous avez de chiffre d'affaires, plus vous avez du BFR. Et là, souvent, beaucoup d'entreprises ont des très très grosses difficultés. Donc on anticipe ça en délivrant, enfin en mettant en place peut-être des obligations convertibles si votre dossier est accepté, mais aussi en préparant la fameuse levée de fonds qui est la première, elle s'appelle la série A, et sur lequel, bon, dans ce cas précis, j'ai mis 400 000 euros, mais qui peuvent être faits auprès d'investisseurs locaux, des business angels, comme Méliès, ici sur Montpellier, ou l'IRDI Soridec, qui est un fonds de la région Occitanie aussi, ou Sophie Laro, qui est un fonds du Crédit Agricole. Et là, qu'est-ce qui se passe? Toute la chaîne de financement se remet en route aussi. C'est-à-dire que vous avez les investisseurs, ils ont levé 400 000. La BPI intervient aussi avec un prêt qui s'appelle le prêt d'accompagnement à levée de fonds, qui a un avantage exceptionnel, c'est que lui, il a une franchise de 36 mois. Alors, je vous rappelle, les investisseurs, ils attendent 5 ans. La BPI, là, elle attend 3 ans. Par contre, du coup, nous, comme on a vu qu'il y avait des investisseurs qui avaient payé, nous, on s'est dit, les banques, on va venir là, et on va faire des tickets. Et comme on est un peu frileux quand même, on va aller chercher, on va partager. Et on fait des effets de levier. Donc, et nous, par contre, on a cette exigence que je vous ai présentée au début du webinaire, c'était de dire que nous, on souhaitait être remboursés très rapidement. Donc, on a des maximums de franchise qui sont maximum 6 mois. Et là, qu'est-ce qui se passe? Vous avez des investisseurs, donc ça c'est du dilutif, vous avez mis 400 000 euros, donc vous avez cédé du capital pour 400 000. Par contre, vous avez fait rentrer pour 400 000 euros du non dilutif de la dette, qui vous préserve pour les séries suivantes. Donc voilà, ça c'est le montage classique qu'on retrouve dans les levées de fonds, sur notre région. Et après, on repart sur un schéma de croissance de chiffre d'affaires, de croissance du BFR. Et là, j'appelle ça le canyon de la mort, c'est plus que la vallée, parce qu'ici, là, pareil, vous avez un fort développement, mais viennent se mêler, en plus de la problématique financière, la problématique de scalabilité, on appelle ça, de l'entreprise, c'est-à-dire les locaux, la RH, construire les équipes, les approvisionnements. Donc il y a des problèmes financiers, mais il y a des problèmes d'organisation en interne, donc qui sont souvent accompagnés par, nommés dans la capacité à l'entreprise de se mettre à niveau, la fameuse scalabilité. C'est un mot barbare qu'on emploie maintenant de plus en plus. Donc voilà, vite fait, maintenant je vais vite terminer. Le financement de l'entreprise, c'est des globalités, de manière à ce que vous ayez la terminologie. Le financement bancaire à l'entreprise, c'est d'abord le cycle d'exploitation. Donc quand vous avez des clients, ça s'appelle le bas de bilan, on peut financer avec des outils de bas de bilan, donc c'est la mobilisation des clients, c'est un découvert, mais un découvert, c'est à bannir sur les startups, ça n'existe pas. Le financement des investissements, matériel, immatériel, croissance. Donc ça, par contre, il y a 2 éléments sur les investissements qui sont tout nouveaux depuis 4-5 ans. C'est le financement de l'immatériel. Un banquier ne regardait pas ce que c'était l'immatériel. Quand on lui disait, je veux financer des salaires de chercheurs, d'ingénieurs, il lui disait, non, mais ça, c'est pas possible. Et par contre, avec la vision un peu européenne et anglo-saxonne du financement, nous, ça fait 5 ans qu'on finance des salaires. Moi, ça fait 5 ans que je finance des salaires. C'est très détonnant dans le milieu de la banque, parce que beaucoup de banquiers et de chefs d'entreprise disent, mais c'est pas possible, vous ne financez pas des salaires. Si, on finance des salaires. Mais des salaires qui sont considérés comme des investissements. C'est-à-dire qu'on ne financera pas le salaire avec tout le respect que j'ai pour ces gens-là, de la secrétaire ou autre. Par contre, on financera des salaires qui sont des investissements, des ingénieurs, des chercheurs, etc. Et nous finançons aussi la croissance externe, des achats d'entreprises, de brevets, de choses comme ça. Le financement de l'entreprise, il y a 3 stratégies qui sont possibles dans le financement. Donc, il y a l'ouverture du capital, ce que je disais, j'ouvre mon capital. Donc, ça, c'est du dilutif. Ça veut dire que je vais céder une partie de mon entreprise à un fonds, à des tiers, qu'on va voir rentrer dans mon conseil d'administration. Il y a les financements dits non dilutifs, c'est-à-dire c'est les financements bancaires, on va le voir juste après. Et il y a le financement organique, c'est-à-dire qu'il y a des sociétés
même des startups qui très rapidement arrivent à générer de la valeur, à vendre un produit, à dégager de la plus-value et à créer leur cycle de financement sur le marché, le cycle traditionnel qui est charge, marge commerciale, excédent brut d'exploitation. J'ai des très très belles entreprises qui n'ont eu que très peu recours à la banque et qui n'ont pas du tout ouvert leur capital parce qu'ils étaient sur un modèle où ils arrivaient très très vite sur un modèle classique. Les financements à l'entreprise non dilutifs, c'est juste pour votre culture générale. Les grands classiques sont les prêts bancaires, les courts termes des entreprises. Non dilutif, ça veut dire que vous ne cédez pas votre entreprise, hein, c'est-à-dire que c'est la banque qui vous fait des prêts et vous ne partagez pas votre capital. Et les prêts de la BPI aussi sont des financements non dilutifs. Après, on a les quasi-fonds propres, on devient un peu plus technique. Les prêts comme Créalia, les prêts d'honneur, etc., sont des financements dits non dilutifs parce qu'ils vont être faits aux porteurs de projets pour renforcer ces fonds propres. Donc, ils ne diluent pas, au contraire, ils se reluent, entre guillemets, ils se renforcent. Après, on a les obligations d'amorçage, en CID, on appelle ça, ce que j'avais vu tout à l'heure, juste avant la vallée de la mort. C'est des prêts qui sont non dilutifs dans la mesure où, au terme, vous les remboursez. Ça dure 5 ans et voilà, c'est des outils qui sont tout nouveaux et qu'avec le Covid, aujourd'hui, on va voir émerger de manière importante puisque je pense que les PGE risquent de se transformer en obligations convertibles. Mais ça nécessiterait une intervention complète. Puis après, on a les comptes courants d'associés stables, c'est-à-dire que les gens ont mis de l'argent dans leur entreprise, les porteurs de projets, ils ne se sont pas dilués, c'est eux qui ont mis de l'argent. Voilà. Et après, on a les interventions collectivités, l'État, les crédits d'impôt, les subventions, ce sont des financements non dilutifs, et les financements participatifs, les dons, les précommandes. Là, ça peut être du crowdfunding, mais lié aux précommandes. C'est-à-dire qu'on vous fait des avances sur la livraison d'un produit. Donc, ça veut dire que c'est des gens qui ne rentrent pas dans le capital dans votre entreprise. L'analyse du banquier sur tout ça, l'analyse d'un banquier de l'innovation, quand vous avez après avoir descendu la grille elle est importante parce qu'elle va vous permettre de structurer vos réponses, de structurer votre canevas de présentation, de structurer votre posture, etc. Et quand vous allez le rencontrer, ce que va faire un banquier après, quand vous aurez au long cours développé votre relation avec lui, il va être très très vigilant sur le plan de trésorerie, qu'il soit cohérent, il va regarder toutes les pointes, surtout vers le bas pour anticiper les difficultés. Sa vigilance porte essentiellement sur le cash burn. Ce que je vous ai expliqué tout à l'heure, le cash burn, c'est j'ouvre le matin mon entreprise, mon local, j'allume, je mets l'électricité, j'ai l'imprimante à payer, j'ai le crédit de la voiture, j'ai le salaire du collaborateur ou de la collaboratrice, etc. Ce cash burn, ce sont ces charges fixes qu'on claque tous les mois. Et donc, il va le mettre en lien avec ce plan de trésorerie en disant, ben, tu claques 15 000, tu as 150 000, tu as 10 mois à vivre, qu'est-ce qu'on fait après? Et donc, qu'est-ce qu'on fait après? Ben, on regarde la puissance des actionnaires qui sont déjà dans l'entreprise, en disant, ah, c'est des entreprises qui sont dotées d'un peu d'argent, donc ils pourront remettre au pot si le projet est intéressant. Donc ça, c'est très, très intéressant d'avoir une vision sur l'actionnariat de l'entreprise, mais aussi sur la capacité du dirigeant à mobiliser toutes les opportunités de financement annexes. Et il y en a beaucoup dans notre région, et c'est pour ça qu'on demande à ce que vous soyez accompagné par un incubateur. C'est qu'ils vont vous aider à mobiliser les subventions, la BPI, la région, Créalia et les différents autres intervenants sur le financement. Donc la capacité du dirigeant à mobiliser toutes les opportunités de financement. Très très important. Voilà, et pour conclure, je disais que si on me donnait 6 heures pour abattre un arbre, je passerais la première à affûter ma hache. Ça veut dire qu'un dossier qui est bien préparé, et quand vous aurez un peu paluché la grille, alors je ne dis pas que c'est le Saint Graal, mais je pense que cette grille, elle est vertueuse parce qu'elle vous permet d'aborder tous les problèmes de la gestion de l'entreprise dans toutes ses dimensions et de vous préparer à répondre aux questions, à vous poser d'abord les questions si vous ne les avez pas abordées, et puis à répondre à ces questions de manière structurée et efficace vis-à-vis d'un banquier, d'un financier ou autre pour convaincre que votre projet est le bon en fait. Voilà, merci pour votre écoute. J'ai fini pour ma part. Alors maintenant, je vais essayer de revenir en arrière.